Le Brexit n'est pas totalement surprenant. D'abord, il correspond à une tendance fondamentale chez les Anglais à continuer à se penser comme une île différente du continent. C'est très ancré dans la mentalité anglaise, ça. C'est un fond très populaire, très ancien. On cite toujours le fameux discours de Winston Churchill à Zurich. Et on dit, Winston Churchill à Zurich a eu le mérite de rappeler que l'Angleterre, après la guerre, 1946, appartenait pleinement à l'Europe. Oui, mais Churchill nous dit, l'Angleterre appartient à 3 cercles de relations en même temps et est au centre de ces différents cercles. On accumule le pouvoir en arbitrant sur différents niveaux. C'est très connu du point de vue de l'analyse stratégique et politique. Les 3 cercles étaient bien sûr l'Europe, incontestablement l'Angleterre est en Europe, elle a contribué puissamment à la résistance au nazisme et à la victoire finale, mais l'Angleterre est aussi dans son cercle privilégié, qu'est à l'époque le Commonwealth, avec toute une série de dominions blancs ou dominions de couleur, mais en tout cas dominions liés d'ailleurs à l'Angleterre par un système de préférences commerciales qu'on appelait à l'époque les préférences impériales. Et puis le 3e cercle, c'est un cercle de solidarité anglo-américaine, c'est ce fameux cercle anglo-américain. La langue, encore qu'un humoriste ait pu dire, nous autres Anglais, nous avons tout en commun avec les États-Unis, sauf, bien entendu, la langue. Car on ne parle pas avec le même accent et on ne dit pas tout à fait les mêmes choses d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Donc, tradition non exclusivement européenne, non exclusivement pro-continentale de l'Angleterre. Et puis, d'autre part, l'entrée tardive, le double veto du général de Gaulle, surmonté par Pompidou, les Anglais rentrent, mais par la suite dans le système, ils obtiennent toute une série de dérogations structurelles. Dérogations extrêmement importantes, d'abord des dérogations budgétaires, ils ne payent pas tout ce que payaient les autres, parce qu'ils ne sont pas bénéficiaires, comme les autres, de la politique la plus dépensière, qu'était la politique agricole commune. Dérogation très importante en matière d'euro. Les Anglais, ce ne sont pas les seuls, mais c'est le principal pays qui n'est pas entré dans l'euro. Et aussi dérogation aux accords de Schengen, puisque les Anglais ne se trouvent pas liés par les accords de Schengen et peuvent maintenir à leurs frontières les contrôles, y compris s'agissant d'individus en provenance des pays de l'Union. Ce qui intéressait donc historiquement les Anglais, c'était le marché intérieur. Vision pragmatique, vision commerciale, très anglaise, le marché, et à cet égard, ils ont accepté très volontiers l'acte unique qui consistait à renforcer le marché intérieur. Ça a été une très belle époque. Jacques Delors était président de la Commission. C'est l'époque où il n'y a pas de conflit profond entre l'Angleterre et les pays du continent. Donc, une situation culturelle particulière, une situation juridique et historique particulière. Le Brexit est intervenu dans un certain contexte. Quel contexte? Contexte d'affaiblissement de l'Union européenne, affaiblissement
de son activité économique, difficultés internes de l'euro, difficultés accrues avec les migrations. Les Anglais, les hommes politiques anglais, se sont alors servis de tout cela pour jouer leurs cartes. Le leader du Parti travailliste, Jeremy Corbyn, n'était pas très favorable à la construction européenne. C'est un travailliste ancienne manière, pré-Tony Blair, c'est l'ancien travaillisme, c'est-à-dire une certaine méfiance à l'égard de l'Europe. En même temps, M. David Cameron a joué avec le feu et il s'est brûlé les doigts. Il a dit: je vais organiser un référendum après avoir obtenu des arrangements sur mon statut, sur le statut de l'Angleterre, du Royaume-Uni, à l'intérieur de l'Europe. Il a obtenu de mini-arrangements, plus verbaux que véritablement structurels. Il a tenté ce référendum et il l'a perdu. Monsieur Johnson, lui, maire de Londres, un homme qu'on dit brillant, intelligent, très drôle paraît-il, mais lui a voulu jouer la conquête du Parti conservateur. Il a dit: je vais chasser Cameron, je vais prendre en main le Parti conservateur. Il a à ce moment-là, au profit du Brexit, inventé toute une série d'argumentations, les unes plus fantasmagoriques que les autres. Ainsi, il a expliqué que l'argent anglais servait à financer les corridas en Espagne. Ça, il faut le faire. C'est le mensonge à l'état pur, c'est la non-vérité. Mais aujourd'hui, on constate que la vie politique est assez encombrée par ce qu'on appelle les faits alternatifs ou les post-vérités. C'est-à-dire que les réseaux sociaux et la puissance de l'Internet et des grands réseaux font que, en quelque sorte, on peut travestir aisément la réalité. Il n'a pas commencé. Nous n'en sommes qu'aux prolégomènes, c'est-à-dire aux influences psychologiques du Brexit sur le futur de l'Union et de l'Angleterre. On voit déjà apparaître pas mal de difficultés. Les Anglais vont avoir à gérer leur rapport avec l'Irlande d'un côté, leur Irlande, c'est-à-dire l'Irlande du Nord, qui ne veut pas se couper de l'Irlande libre, de l'État membre de l'Union. Ils vont avoir des difficultés en Écosse, où on a frôlé autrefois le référendum sur l'indépendance. On ne sait pas ce qui pourra en sortir. Il aura à régler la question du sort de la City, de ses activités de services financiers en Europe. Ça va être une négociation très ardue qui va accompagner les 2 années de négociations sur la sortie. La sortie est inéluctable. Dans l'esprit des rédacteurs du traité de Lisbonne, ces 2 années, c'est peut-être pour ne pas sortir que l'on discute. Là, on est sûr de sortir parce que, même si l'Angleterre est une démocratie parlementaire, le vote du peuple, une faible majorité, mais une majorité quand même, 52% je crois, fait qu'on ne peut plus revenir sur l'option de sortie du Brexit. Nous allons donc assister à une négociation tendue, difficile. Les Anglais joueront sur les divisions à l'intérieur de l'Europe. Les Anglais sont de très fins diplomates, de très fins parlementaires. Ils avaient joué un très grand rôle au moment de l'élaboration de la Constitution européenne, dont ils ne voulaient pas, mais qu'ils avaient quand même réussi à émasculer dans bien des domaines. Nous allons donc avoir ce combat diplomatique, cette négociation très ardue entre l'Union européenne, sera-t-elle unie ou divisée? Ça, c'est à suivre, et le Royaume-Uni de l'autre côté.